Donc, aujourd'hui, le cours doit se faire sur deux plans. Je voulais parler aujourd'hui de tous les chaperons, premièrement, et je pense que ça serait bien de prendre le temps de voir le deuxième sujet qu'on avait dit, qui est quoi? Qui sont les signaux d'adressage. Et on va commencer par les signaux d'adressage. Est-ce que il y a parmi vous des gens qui veulent discuter sur quelque chose de particulier sur les signaux d'adressage ou j'avance? Alors, votre silence en dit long. Regardez, vous allez dans le chapitre 8 et vous allez dans la figure 30. Je vais essayer de le faire avec vous. Vous voyez sûrement mon écran. Oui. Parfait. Et on va voir donc le système endomembranaire. Dans le système endomembranaire, il y a dans les signaux d'adressage, il y a une partie qui est capitale. C'est ce schéma, la figure 29. Dans la figure 29, on constate ce que c'est et quelles conditions a besoin un signal d'adressage pour être effectif, pour marcher. Il faut avoir en tête que dans ce chapitre-là, les signaux d'adressage, il y a exactement deux possibilités pour que ça marche. Soit je suis une protéine ici transmembranaire, soit je suis une protéine ici soluble dans l'ERE ou dans n'importe quel compartiment. Si je suis une protéine soluble, j'ai besoin de deux conditions pour pouvoir être adressé quelque part. J'ai besoin d'avoir un premier signal interne qui est soit une arborisation sucrée ici, soit une séquence peptidique ici. Alors ici, on a l'exemple du mannose. On peut avoir l'exemple du mannose 6-phosphate, qui est un signal d'adressage dans le lysosome. Et on peut aussi avoir ici, par exemple, une séquence peptidique qui dit KDEL, qui est un signe d'adressage dans le RE. Ça, c'est la première condition, mais ça ne suffit pas. La deuxième condition, ok, c'est le récepteur ici, ce récepteur transmembranaire, qui va être lui aussi avec un signal d'adressage, mais lui est à la deuxième condition pour que cette protéine qui est ici puisse être adressée. Donc ça, si on est dans l'ordre des signaux d'adressage, si on a une protéine ici qui a le mannose 6-phosphate ici, première condition, et qui est la deuxième condition d'avoir un récepteur transmembranaire, il a ces deux conditions pour aller vers le lysosome. Pareil ici, si on a une protéine avec KDEL et qui a un récepteur, elle a les deux conditions pour aller vers le RE. Si je suis une protéine transmembranaire, à ce moment-là, et que à ce moment-là, j'ai besoin soit d'un signal sur le segment transmembranaire, soit un signal sur le segment cytosolique. Mais j'ai besoin que d'une seule condition. Une seule condition qui me permet d'aller après où je veux. Si c'est ici, par exemple, il y a un signal qui s'appelle KKXX, et sur ce KKXX, on a un signal d'adressage pareil vers le RE. Donc ça, c'est très important d'avoir dans l'idée ce schéma-là. En tout cas, ce schéma, cette référence-là. Maintenant, on va voir des exemples. Ici, dans ce schéma, on voit les deux. Si on a une protéine soluble, c'est KDEL. Donc KDEL est un signal d'adressage vers le RE sur une protéine soluble, BIP ou PDI par exemple. Je rappelle que BIP c'est ATPase, PDI c'est non ATPase. Piège de l'écurie la semaine dernière. Et ici,
On a une protéine transmembranaire, et si elle veut aller au RE, elle a besoin de KKXX, donc pas KDEL. Ok? Donc encore une fois, ici, KKXX, c'est retour du Golgi. On va le voir un exemple là maintenant. Si on prend le 34, qu'est-ce qu'on constate sur ce schéma? On constate que on a ici une protéine qui est dans le RE. Cette protéine, elle est soluble. Elle a KDEL, mais elle est déjà dans le RE, donc ça ne lui sert à rien. Elle va être exportée parce qu'elle a besoin de faire des courses dans le Golgi 6 et médian. Donc ici, elle est à un revêtement de COP2, ici, à un revêtement de COP2, et elle va être exportée par le flux vectoriel membranaire et permanent. Ici, on a quoi comme type de cytosquelette selon vous? Allez, bougez-vous. Microtubule. Microtubule, ok, parce qu'on est au niveau du centre de la cellule. Et quel type de protéine motrice? Dinéine. Dinéine, parce qu'on va du plus au moins. Parce que le Golgi, c'est le moins. On va donc dans le Golgi 6 médian, et la protéine, maintenant, soluble dans le Golgi 6 et médian, faites attention, c'est pas le Golgi trans, pH 6,5. Elle a besoin d'être exportée. Exportée, revenir à son domaine initial, et elle va être une protéine avec KDEL. Donc elle a besoin, je répète, de deux conditions. Première interne, KDEL. Deuxième condition, le récepteur. C'est le récepteur ERD, qui est lui-même un signal d'adressage de rétention dans le RE qui s'appelle ici KKXX. Et lorsqu'ils ont ces deux conditions sont remplies, la protéine va pouvoir être pas exocitée, elle va pouvoir être adressée vers le RE. C'est signal d'adressage vers le RE. Donc ici, c'est le contraire, c'est toujours un microtubule, mais c'est avec la kinésine, du moins au plus. Faites attention, les pH sont hyper importants ici. Est-ce que c'est clair? Donc ici, une question aussi. Si je vous dis quel type de revêtement on peut retrouver ici, selon vous? COP2. Alors COP2, non. Je répète que COP2, ça part du RE. Les flux de retour, il n'y en a pas 20 000. Est-ce que vous avez déjà vu une clatrine qui revient? Non. Une cavéoline qui revient? Non. C'est Le COP1, je seul, ça trouve. peut être COP1. Donc ici, le flux de retour du RE, c'est toujours COP1. Donc si, juste pour un exemple, 33, je rappelle dans ce schéma, ok, ici, quand on revient du 6 et du médian, c'est COP1. Si on revient du trans, ici, c'est COP1 également. Donc tous les flux de retour, c'est COP1. Ici, flux de retour du RJ vers le RE, c'est COP1. Et COP2, c'est du RE vers le Golgi. D'accord? Donc clatrine, vous ne verrez jamais une clatrine qui revient là. Clatrine, c'est toujours dans le flux du vectorien membranaire et permanent. Maintenant, encore un exemple, vous allez à la figure 22. Voilà, figure 22 est un exemple, encore une fois, d'un signal d'adressage d'une protéine ici, soluble. Si vous avez ici une protéine soluble, encore une fois, ici, faites attention, c'est pas le mannose 6-phosphate, ça. C'est une protéine avec le mannose 6-phosphate. Si on a cette protéine soluble qui reçoit un récepteur, excusez-moi, la protéine est soluble, elle veut aller vers l'isosome, elle a besoin donc de deux conditions. Une première condition, ici, c'est le mannose 6-phosphate. Deuxième condition, c'est le récepteur transmembranaire. Lorsqu'elle a ces deux conditions, elle va dans le flux vectoriel membranaire et permanent. Et là, c'est avec une vésicule de clatrine. Okay, donc la vésicule de clatrine, donc les dynamines toujours, hein, avec clatrine il y a toujours dynamine. Et ici, ça va dans le flux du vectoriel membranaire et permanent. Alors là, c'est juste une exception. C'est vrai qu'ici, il y a, mais je ne sais pas si on appelle ça un flux de retour du lysosome. Il y a un recyclage, ou ici, c'est clatrine. Effectivement, on pourrait dire que c'est COP, mais ici, c'est plutôt clatrine. C'est le seul endroit où il y a une espèce de flux de retour avec clatrine. Mais c'est intéressant de le remarquer.
Ici, le déshabillage, ça fait H2 avec HSP, classiquement, ça va vers l'usosome, pH 5. Et après, il y a un recyclage ou pas, dressage incorrect, ça, c'est pas compliqué à voir. Et c'est toujours avec vésicule de Clathrin. D'accord? Donc ça, c'était la base des signaux d'adressage qu'on constate dans le chapitre 8. Maintenant, il y a d'autres signaux d'adressage. Alors, je vais arrêter le partage. Ah non, non, non. Ça, c'est mon écran que vous voyez, donc c'est bien. Donc ici, si on va au dernier schéma du peroxysome, donc dernier schéma du chapitre 6, qu'est-ce qu'on constate? Non. Alors, on constate que le signal d'adressage au peroxysome, c'est le PTS. Faites attention, les PTS ne sont jamais clivables, contrairement au signal d'adressage à la mitochondrie. Donc je répète qu'à chaque fois que vous devez regarder, on va le faire ensemble d'ailleurs, à chaque fois que vous devez regarder le dernier schéma du figure 6, vous devez regarder aussi le dernier schéma de la figure 5, du chapitre 5. Donc ici, ok, alors on va le voir en même temps. Ici, on a un signal d'adressage PTS1, PTS2, N-terminal ou C-terminal non clivable. Et ici, on a un signal d'adressage en N-terminal, on ne sait pas son nom, peu importe, qui est clivable. Et ici, non clivable, mais ici, clivable. Clivable par qui? Lors de son importation, par une protéase de la famille AAA. Ok, je répète qu'on revoit les protéases de la famille AAA à 3 endroits. Protéasome, ici, dans le clivage du signal d'adressage. Et également, la troisième truc, c'est ici. On voit ici la protéase AA, une protéine AA. Ici, la protéine AA, elle n'a pas comme objectif de cliver, mais faciliter avec les HSP d'importation. Donc ici, lorsque le PTS1 et PTS2 sont actifs, ils vont être reconnus par leur récepteur PTS. Protéines A et HSP vont aider à l'importation de la protéine au peroxysome. Et là, il y a le complexe d'importation. Faites attention ici. Par rapport à ici, il n'y a pas Tom et Tim. Tom et Tim, c'est que pour la mitochondrie où il y a une zone d'accolement temporaire, on ne le voit pas ici, mais il y a une zone d'accolement temporaire à rentrer dans la mitochondrie. Ici, pareil, différence avec le peroxysome, c'est qu'ici, la protéine, elle a besoin d'être, comment dire, elle a besoin d'être remodelée. Ok? Les HSP lui permettent de se... oh, il y a un terme. Aidez-moi. C'est quoi? Déplier. Est-ce que c'est de se déplier? Attends, j'entends pas bien. Est-ce que c'est de se déplier? Exactement. Le dépliement et le repliement. Parfait. Donc, le dépliement de la protéine GRASHO SHP70 lui permet de passer par tome. Regardez ici le peroxysome. Il n'y a pas ce système-là de dépliement, de repliement. OK? Faites attention ici. On a, après, un phénomène de repliement après le clivage du signal d'adressage par des HSP70 et des HSP70. Ici, dans la matrice du peroxysome, il n'y a pas de HSP. D'accord? Donc ça, c'est toutes les possibilités. Ici, un signal d'adressage aussi, pour être importé pour une protéine dans la membrane. Pareil, elle a besoin d'un PTS, mais elle peut soit directement par une peroxyne aller dans le peroxysome, soit passer par le RE, soit type 1, soit type 2, bon, peu importe. Mais ici, il n'y a pas d'intervention de protéase, de protéine AAA, de récepteur PTS, il y a moins besoin de tout ça. OK? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signaux d'adressage? Je crois que c'est tout comme signaux d'adressage qui sont importants. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre signaux d'adressage? Bon, ça, on le voit de partout, hein, mais il y a le NLS. Donc, effectivement, si vous allez dans votre chapitre 4, ça, le NLS, on le voit de partout. Le NLS, c'est pour aller dans le RE. On va aller dans le noyau, excusez-moi. Là où on le voit bien, le NLS, c'est dans la figure 13 du chapitre 4. Attendez, hein, je crois que c'est 13. Figure 9, autant pour moi. Dans la figure 9 du chapitre 4,
on constate ici, pour que le NF-kappa B soit activé, il faut lui enlever le I-kappa B. Juste entre parenthèses, pour enlever le I-kappa B, on doit le phosphoryler. La phosphorylation aussi, dans le chapitre 11, vous vous souvenez, la phosphorylation est aussi un signal d'adressage, ok, euh, euh, pour endociter un élément. Quand on met un phosphate au niveau d'un récepteur transmembranaire, il y a très très grande chance pour qu'il soit endocité. Juste rappelez-moi qui c'est qui reconnaît les phosphorylations pour endociter un récepteur transmembranaire? Ilana? Ilana, tu m'écoutes? Tu m'entends? Elle m'entend pas. Alors qui c'est qui reconnaît les phosphates pour endociter? C'est l'arestine, bande d'imbéciles. L'arestine. Pardon? Pardon? Bon, l'arestine, elle a Ah, j'avais comment? dit Aristine, c'est pas grave. Ah, très bien, très très bien. Donc l'arestine, effectivement, elle reconnaît les phosphates, ok, qui vont permettre, et c'est aussi un signal d'adressage vers le lysosome, ok. Et ici, pour reprendre, pour enlever le kappa B, le trimère, il devient un dimère. Le kappa B dégage, il s'est ubiquitinylé. Là aussi, l'ubiquitinylation est un signal d'adressage au protéasome. On va le voir de suite, l'ubiquitine. Mais ici, il est polyubiquitinylé. Attention, liaison ubiquitine-protéine, liaison covalente. Ok, liaison covalente. Ici, les HSP, par contre, et la protéine, chaperon-protéine, liaison non covalente. Dan, Oui, moi, j'ai pas compris dans le cours la différence entre la mono-ubiquitinisation alors on va et... le voir de suite. On va le voir de suite. Bonne question. Je finis sur ça. Le dimère, il va se faire exporter vers le noyau. Donc, NLS. Ok, donc tous les trucs qui sont amenés au noyau, il y a besoin de NLS. Et ce dimère qui est activé va être transporté vers le nucléoplasme, fixation à l'ADN et en régulation de la transcription de gènes. Ici, souvent, c'est pour la défense immunitaire qu'on active le NF-kappa B. Donc, avec le kappa B, il n'y a pas d'activité. Quand le kappa B dégage, il y a de l'activité. Donc, pour répondre à ta question, Myriam, puisque je crois que c'est Myriam qui a parlé, ici, dans le chapitre 4 toujours, il y a ici un schéma, je crois que c'est la figure 15 apparemment, mais je crois qu'il y a un autre schéma où on te montre l'autre rôle de l'ubiquitine. L'ubiquitine, elle peut aussi avoir un rôle d'endocytose. C'est-à-dire que l'ubiquitine, on la connaît, elle a le rôle de signal d'adressage au protéasome, mais elle peut aussi avoir un signal d'adressage au lysosome, puisque l'ubiquitine, elle peut se mettre sur la partie intracellulaire d'une protéine transmembranaire, et là, et que à ce moment-là, elle est endocytée, ok, elle est endocytée, et elle joue pleinement son rôle, puisque elle dégrade dans le lysosome. Alors, pour répondre à ces questions, lorsqu'elle joue ce rôle-là, l'ubiquitine, elle peut être la protéine, soit poly, soit mono-ubiquitinylée. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, ici, on peut avoir, et tu le vois ici sur ce schéma d'ailleurs, une seule molécule d'ubiquitine. Okay, par contre, pour une protéine qui doit être dégradée dans le protéasome, c'est toujours une polyubiquitination. D'accord? Et ça, je crois que c'est dans un autre schéma, je crois que c'est dans le chapitre 8. Alors attendez. Oui. Alors je donne cours, Daniel. Je donne cours de biocé. Je suis là dans 5-10 minutes. Regardez, ici. Je crois que c'est figure 27. Je suis allé un peu loin. Ah non, pas figure 27. C'est où qu'on voit ça? Il me semble que c'était là, dans le chapitre 4. Mais il y a la figure 15A. Ah, il y a 15A aussi? Non, non, non. Je sais pas, non. Parce que là, je suis pas en condition, là. Avec le poly sous les yeux, je vous le retrouve en 30 secondes. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai un schéma. D'ailleurs, à partir de cette semaine, je vais commencer à vous commenter les schémas, vous mettre des petits enseignements de biocé. Donc oui, effectivement, l'ubiquitine, elle peut avoir le rôle aussi donc d'adressage au protéasome.
au protéasome et au lysosome. Ici, vous le voyez, dernière chose sur l'ubiquitine. Vous voyez ici la polyubiquitination de la protéine, liaison covalente qui l'amène directement au protéasome. Je rappelle que dans le protéasome, on a des protéases AA et ça fonctionne à pH neutre. Donc l'ubiquitine ici est très importante. Alors, j'ai juste un message. Qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, Dan, là, c'est la fameuse figure 15A. Ah. Je sais pas si c'est elle dont tu voulais, mais... Attends. Vous voyez mon écran là? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, ça c'était concernant les signaux d'adressage. Est-ce que vous avez d'autres signaux d'adressage? Moi, il me semble pas. Juste maintenant les HSP. Alors, je vous répète encore une fois, les HSP, on les retrouve de partout, sauf dans la matrice. Dans la matrice, vous voyez, dans la figure 12 du chapitre 4. Sauf dans la matrice, du peroxysome. Les HSP, alors, attendez, d'abord, avant de faire leur rôle, on va voir comment ils fonctionnent. Déjà, les HSP, je crois que c'est la figure 17. Voilà. Figure 17. Regardez bien ces schémas. Je leur dis combien il reste aux étudiants et vous regardez bien. Je vous laisse une minute. Ok, donc il vous reste 15 minutes. Je veux pas un bruit. Ok, donc dans ce schéma, d'abord, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les HSP, ils fonctionnent grâce à un échange ou grâce à l'hydrolyse de l'ATP ou de l'ATP. Donc, ils fonctionnent grâce à ça, grâce à cet échange et cette hydrolyse. Donc, lorsque l'HSP il est couplé à l'ADP, il est inactif. Et lorsqu'on a un échange qui le couple à l'ATP, il devient actif. Alors, bien évidemment, ici, pour l'HSP, il n'y a pas une polymérisation. Mais c'est juste que l'HSP devient actif. Oui. Dan, il manque une feuille des De quoi? la grille. La grille de composition? Et un sujet? C'est ça. D'accord, c'est bizarre. Je t'imprime ça, j'arrive. Attends 2 secondes. Secondes. De Dieu 3 ou Dieu 5? Dieu 5. Dieu 5. Dieu 5 déjà. Et la grille, je te la ramène. Merci. Ok, donc je vous disais donc le fonctionnement c'est le même, et il n'y a pas une polymérisation bien évidemment, mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une façon de l'HSP de se coupler soit à l'ADP, soit à l'ATP, et ça c'est son mode de fonctionnement. Donc quand vous allez dans la figure 12, on constate maintenant les rôles de chacun. Si vous voyez le rôle de chacun, vous constatez que le rôle de l'HSP 70, ok, des HSP de manière générale, pas que l'HSP 70,
Mais les HSP, de manière générale, ils ont comme objectif de redonner une bonne conformation à une protéine. Ça, c'est l'action principale des HSP. Ici, vous voyez qu'on a une protéine mature, il y a eu un choc thermique, ok? Et ben, la protéine, elle devient tout d'un coup débobinée. Alors, c'est quoi le principe du fait que la protéine soit débobinée? C'est qu'elle perd sa structure, en fait. Donc, il y a deux possibilités. Soit elle est trop débobinée, elle est hydrolysée, ubiquitination hydrolyse, soit elle est elle meurt, ok, la protéine, et donc la cellule, elle meurt. Parce que s'il n'y a plus de protéines, ça ne marche pas. Mais on peut avoir une activation des HSP constitutifs. D'abord, les premiers HSP qui sont activés, c'est les constitutifs, ceux qui sont déjà présents. Ok, et lorsque on n'en a pas assez, ok, des HSP constitutifs, à ce moment-là, ok, on va avoir des HSP inductibles. Inductibles, ça veut dire que ce sont des HSP qui sont complètement synthétisés. Ok, donc complètement synthétisés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont synthétisés entièrement par l'ADN. Donc on va faire ce qu'on appelle presque un FRT, et le FRT, il va jouer son rôle pleinement. D'accord? Ok. Ça, c'est une première chose. Premier rôle, étant toujours, encore une fois, ATP-asique. Tous les HSP, sauf PDI, je rappelle, est ATP-asique. Deuxième possibilité, ça, c'est pas dans la destruction, c'est dans la, comment dire, dans la constitution, dans la néosynthèse d'une protéine. Lorsqu'elle commence à se faire synthétiser, les HSP vont venir de suite pour lui donner une forme secondaire, tertiaire ou quaternaire. Ok? Toujours avec consommation d'ATP. Ça, vous connaissez, c'est un rôle classique. Troisième rôle, c'est le rôle de BIP. Ici, BIP, dans le RE, va jouer un rôle d'abord pour bloquer le translocon avant que la protéine soit rentrée. Okay, ça, je vous invite à aller dans le chapitre 8 à la figure 5 pour voir tout ça, comment ça marche. Okay. Et donc là, BIP va jouer aussi un rôle pour tirer la protéine et lui donner une forme. Ici, on constate que ça peut être la calnexine, puisqu'elle est transmembranaire. Ici aussi, ça peut être aussi la calnexine d'ailleurs. Okay. Mais tout ça, ce sont des chaperons. Des chaperons, des co-chaperons, toujours avec consommation d'ATP. Ici, les HSP, vous les connaissez. Alors attendez, il manque la mitochondrie là. Voilà, excusez-moi, j'avais oublié la mitochondrie. Les HSP, on l'a vu tout à l'heure, elles déplient la protéine et la replient dans la mitochondrie. Importation à travers TIM et TOM, ok, pour lui permettre justement, lui permettre la bonne conformation de la protéine pour qu'elle puisse rentrer dans le RE, ok, dans la mitochondrie. Donc les HSP aussi ici sont ATP-asiques. Quatrième rôle, déshabillage, ça vous connaissez. Donc vésicule de Clathrin surtout, pas cavéoline. Vésicule de Clathrin soit de la membrane plasmique, soit du Golgi trans. Quand elle va, membrane plasmique, elle va vers l'isosome. Ici, elle va vers la membrane plasmique. Il y a un déshabillage vers sa HSP70 constitutive, celle qui est déjà là, okay, pas inductible. Permet le déshabillage qui va lui permettre la fusion. Et enfin, ce que vous connaissez très bien, c'est la HSP qu'on retrouve ici dans le récepteur, qui est un récepteur de style hormone stéroïde, récepteur nucléaire, okay, où là, le domaine E, il est bouché par les HSP 90, HSP 70, okay, qui vont masquer le site de fixation à l'hormone. Ok, donc le site de fixation à l'hormone est bouché, et qui va libérer ça? L'hormone stéroïde. Vous vous rappelez l'hormone stéroïde, d'où ça vient? Si je vous dis origine de l'hormone stéroïde, c'est quoi? La molécule de base. Le cholestérol. Le cholestérol. Donc là aussi, je vous invite à aller dans le chapitre 5, figure 9. Dans le chapitre 5, figure 9, vous constatez que, et on va le voir de suite d'ailleurs, comme ça au moins c'est clair. Vous voyez que le cholestérol qui provient de l'alimentation va passer à travers ici la mitochondrie, va se transformer grâce au cytochrome P450 en prégnénolone. Cette prégnénolone va se transformer en progestérone, en hormone stéroïde, qui l'hormone stéroïde va sortir par les perméases ABC. Faites attention, perméases ABC.
Ok? Et après, quand elle va dans une autre cellule, elle va être là. Elle va libérer les parts. Il va y avoir une dimérisation du récepteur, ok, et fixation à l'ADN. Là aussi, on a un NLS qui se fixe. Alors, comment je sais qu'il y a un NLS qui se fixe? Daniel? Daniel? Comment je sais qu'il y a un NLS qui se fixe? Est-ce que tu peux regarder s'il n'y a pas une grille du E5 qui traîne dans la salle là? Il y a une fille qui en manquait une dans la grande salle. Merci. Comment je sais qu'il y a un NLS? Parce que vous voyez ici, dans ce schéma, que ici c'est la même chose. Il y a l'hormone stéroïde qui arrive, qui passe ici par la cellule, par les pores nucléaires. Ok. Ici, ça passe par le récepteur sur le domaine E, le récepteur nucléaire. Il va aller vers dimérisation. Alors, NLS, ouais. Alors, il y a un domaine NLS en tout cas. Je ne sais pas s'il se met là, le domaine NLS, ou il se met en amont, mais en tout cas, il a sur son domaine ici, E, ici, il a un domaine qui s'appelle NLS. Okay, bon. Ici, ça se fixe sur une région précise de l'ADN qui s'appelle la région ERH et qui va permettre la transcription du gène avec l'ARN messager, évidemment, puisque la transcription des gènes passe par l'ARN messager. Ok? Ça, c'était pour les HSP. Alors, est-ce qu'on voit d'autres HSP dans le bouquin? Il me semble qu'on voit tout ici. Après, bien évidemment, dans la figure 8, tous les HSP, on le retrouve quoi, dans la figure chapitre 8, au tout début. Voilà. Donc ici, on a tous les HSP qu'on retrouve dans le RE. Donc PDI, BIP, ok, donc PDI ici, qui est soluble, non ATPasique, BIP soluble ATPasique, qui fixe le calcium. Attention, tous ces HSP-là, ils fixent le calcium. Ok. BIP ici va permettre de boucher aussi le translocon. Ok. Et ça, c'est la calnéxine aussi qui fixe le calcium, qui est aussi ATPasique. D'accord? Donc tout ça fixe le calcium et ATPasique. Et PDI, c'est la seule qui fixe le calcium, elle, mais qui n'est pas ATPasique. Ok? Mais à part ça, il me semble que dans les chaperons, on les voit que là, chapitre 11, on ne le voit pas, 19, on ne les voit pas. Voilà, donc ne pas oublier dans le peroxysome l'importation des protéines, permettre les chaperons. Oui, dernier schéma, on le voit, après je vous laisse tranquille. C'est ici, lorsque la protéine rentre pour être détruite dans le lysosome, ben, il y a un signal, excusez-moi, il y a un signal d'adressage. Hop, vous voyez ici, lorsque la molécule elle rentre dans le lysosome, on a besoin d'une HSP70 pour la faire rentrer dans le lysosome. Okay, donc là aussi, on le voit, les HSP70 qui permettent l'entrée directe via des perméases dans le lysosome pour nourrir le lysosome. Et ça, enfin, vous le voyez dans la figure 5 du chapitre 4, au tout début. Vous voyez ici, quand la protéine, elle est ubiquitinée, mais elle ne va pas à l'ubiquitine, hop, elle ressort du protéasome et va partiellement hydrolyser encore ubiquitinylée dans le lysosome et adressée grâce au chaperon. D'accord? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais que pour les prochaines séances, vous participez un peu plus. D'accord? Oui, j'arrive Tristan. J'aimerais vraiment que vous participiez un peu plus. C'est très très important. C'est pas parce qu'on est en Zoom que vous devez être inactif. Au contraire, on doit en discuter. Vous devez me poser pas mal de questions, même si c'est enregistré, même s'il y en a beaucoup qui l'écoutent en replay. Mais c'est important ce dialogue-là qu'on doit avoir. Ok, tout le monde? Vous avez des questions? Non. Allez, magnifique. Passez une bonne journée. Bon